Bonjour, donc aujourd'hui je vais faire des rappels essentiellement sur le sens de Bernstein. Les références principales sont d'abord bien sûr l'article de Bernstein rédigé par Deligne. Et pour ce que je veux faire après, l'article de Moy et Tadic qui serait essentiel. Le Bernstein Center in terms of locally integrable functions. Donc, de nouveau, c'est tout le cours est basé sur un travail avec Zillingbourg. Donc, pour ce cours aujourd'hui, probablement, tout est connu avant, il n'y a pas grand-chose de nouveau, mais j'essaie de rappeler des choses dans l'ordre dont j'ai besoin. Donc, G, c'est un groupe réductif. Sur un corps F, un corps local non archimédien. Donc, on a le groupe G de F, c'est le groupe localement compact, et on appelle H l'algèbre des mesures localement constantes par rapport aux mesures de R. Et qui sont en support compact. Donc, c'est la même chose que des fonctions localement constantes support compact, sauf que si on prend des mesures, on peut définir pour les convolutions canoniquement sans le choix d'une mesure de R. Donc H est une algèbre pour le produit de convolution qui est canonique, donc indépendant du choix de la mesure de R. Donc, je rappelle qu'il y a la notion des représentations lisses. De G de F sont des représentations telles que les stabilisateurs de tous les vecteurs sont des sous-groupes ouverts, et c'est la même chose que les H modules non dégénérés. Et non dégénéré, ça veut dire que si on tient V, ça revient à dire que H tend sur V, si on va sur V. Donc sur V, il y a un axe à droite de H. Et si on fait pour tensorium par rapport à l'axe de H sur lui-même à droite, eh bien on a un morphisme qui est H linéaire à gauche, et c'est un isomorphisme.
Donc tout ça c'est un peu compliqué, enfin, légèrement compliqué parce que H est une algèbre non commutative et sans unité. Donc s'il y a une unité, ce n'est pas la peine de prendre la précaution non dégénérée, c'est certainement non dégénéré. Et donc, avec ça, on va définir deux choses. On peut définir une sorte de complétion. Une complétion H chapeau de H, et puis le son de Bernstein. Z, qui sera le son de H chapeau. Donc tous ces séries de complétions viennent du fait que cette algèbre, ça n'a pas d'unité. Et donc pour ça, c'est peut-être même plus clair de prendre une algèbre quelconque. Donc je prends le H capital, une algèbre donc non commutative et sans unité. Et donc H module sera la catégorie des H modules non dégénérés. Donc pour le module, j'entends non dégénéré. Ça veut dire que si j'ai cette condition H, tends H, V, V est un isomorphisme. Et donc, pour la définition suivant Bernstein et des lignes, un H chapeau, c'est l'anneau des endomorphismes du functeur d'oubli de H module vers l'espace vectorien sur C. On suppose que ce sont des C algèbres. Et le centre de H chapeau, ça va être les endomorphismes du functeur identique. Donc ça, c'est functeur d'oubli. Donc ça, c'est une définition un peu abstraite, mais ce n'est pas difficile de les faire, de le voir plus concrètement. Donc remarque, c'est que H chapeau est exactement la même chose que les endomorphismes, l'anneau des endomorphismes de H en tant que H module à droite. Donc, vous voyez bien que ce H en tant que H, donc H est un objet de la catégorie de H module à gauche non dégénéré. Et donc l'axiome H à droite, sont des endomorphismes de cet objet. Donc du coup, on a bien un H chapeau qui s'envoie bien dans les endomorphismes
de H en tant que H module à droite. Et inversement, quand vous avez les endomorphismes, on a aussi quand vous avez un endomorphisme H module à droite, on utilise la condition nombre dégénéré. Donc si on a l'action des endomorphismes de H en tant que H module à droite, on aura aussi un morphisme de Fonteur d'oubli. Donc ça c'est plus concret. Et puis avec ça, vous voyez bien que aussi que le centre de H chapeau est bien les endomorphismes du Fonteur d'identité. C'est ceux qui commutent à gauche et à droite. Donc voilà. Il y a une définition un peu plus pratique, donc il y a plusieurs définitions, donc il y a une plus pratique. Aussi bien de H chapeau que du centre de Bernstein, c'est que le H chapeau. Maintenant on revient à H et H rond, c'est l'algèbre de Hecke, l'algèbre des mesures localement constantes par rapport à mesure de R et à support compact. Et donc H chapeau serait l'ensemble de distributions sur G de F tel que pour tout H dans H. Donc quand vous avez une distribution sur G de F, et là une distribution support compact, vous pouvez faire pour les convolutions, et on veut que D convenant à H, qui a priori une distribution sur G de F, eh bien on veut qu'il soit dans H. Donc c'est des endomorphismes de H qui sont définis des distributions. Donc c'est une définition. Donc, alors on voit pourquoi c'est la même chose. Donc pour tout, donc si on prend X, un élément de H chapeau, comme définition comme les endomorphismes de H en tant que H module à droite, on veut faire une distribution. Alors comment on fait? Oui. Non, invariant c'est le centre. Ici c'est de compléter. De compléter c'est juste des endomorphismes. Alors on prend pour tout sous-groupe ouvert, compact, K de G de F, eh bien la mesure canonique sur K, donc c'est la mesure de R qui est dans le volume 1 au K, est un élément de H, et donc X de E de K, eh bien c'est un élément de H qui est c'est un élément de H par EK. Parce que cette action de X sur H, il commute avec la commute à droite. Donc on a X de EK et X de EK. C'est bien dans H de EK. Et puis donc on a un système. Donc c'est un système compatible. Donc l'élément X dans H chapeau, comme l'endomorphisme du foncteur d'oubli, donne lieu à un système XEK dans HEK sur les cas de sous-compacts ouvertes. Et que si c'est compatible.
Donc, ce qui nous donne une flèche de H chapeau vers la limite projective de HEK sur les soupes compactes ouvertes. Et ce n'est pas difficile de voir, c'est un isomorphisme. Donc, c'est une autre définition encore de ce centre de Bernstein. Et pour construire la distribution, pour tout H, donc pour tout H, il fait des fonctions sur G de F, eh bien on peut voir X. Alors il existe K sous-groupe compact ouverte, tel qu'il est invariant à gauche par K. Et donc du coup, on peut faire X de EK de H, c'est la même chose que X EK H, parce que c'est linéaire à droite. Donc c'est et puis on peut définir la distribution en faisant X H dual H contre-gradient évalué en l'élément d'unité du groupe. Donc ici, H, comme d'habitude, c'est ce H check. C'est l'élément H check de G, c'est H de G-1. Donc voilà, donc j'ai plus ou moins esquissé une autre caractérisation de cette complétion de H comme une limite projective de HEK, donc c'est seulement à droite, et ensuite on peut construire une distribution. Donc quand on met ensemble, ça donne cette définition de compléter l'algèbre de Hecke comme l'ensemble de distribution sans condition, mais tel que lorsqu'on fait la convolution de distribution à support compact et localement constante, eh bien le résultat est le même. Et du coup, ça fait une algèbre, parce que ça fait un sous-algèbre des endomorphismes de H. Et c'est le même que l'algèbre d'endomorphisme de H qui commute alors à droite. Et avec ça, on voit que, en suivant ce raisonnement, on voit que si on veut que ça commute aussi à gauche, du coup, le centre de Bernstein, qui est le centre de H chapeau, c'est l'algèbre des distributions invariante D sur G de F, tel que D convolent avec H et dans H. Donc c'est essentiellement super compact. Donc on convolent avec une distribution super compacte, on retrouve un truc compact. Voilà. Donc tout ça, c'est plus ou moins le premier partie de l'article de ligne, qui est essentiellement la même chose. Mais ici, on voit un petit problème, c'est qu'en présentant de cette façon, on ne va pas dire la structure d'algèbre. Parce que quand on multiplie à droite EK, ça, ce n'est plus un algèbre, c'est un vectoriel. Donc ça, c'est une présentation comme vectorielle. Et on a un peu perdu la structure d'algèbre. La raison est que ces idempotents EK, c'est des idempotents dans l'algèbre de Hecke, mais ce n'est pas un idempotent central. Donc on verra plus tard qu'il y a une famille d'idempotents centraux qui sont meilleurs. Donc il y a le théorème central dans l'article de Bernstein rédigé par Deligne. Ça dit que Z, ce centre de Bernstein, est aussi l'anneau des fonctions régulières sur oméga
où oméga, c'est la variété de Bernstein, dont je vais rappeler la définition. Donc, les ensembles de points de oméga, c'est l'ensemble des les classes d'équivalents des représentations irréductibles lisses de G de F divisé par l'équivalence inertielle ou l'équivalence données cuspidale. Toute représentation irréductible de G de F est un sous-quotient d'une induite parabolique d'un supercuspidal d'un sous-groupe de Lévy d'un parabolique. Et si on induit à partir du même parabolique et de même, eh bien, il peut y avoir plusieurs sous-quotients et on les considère comme équivalentes par cette relation. Donc ça, c'est l'ensemble des points. Et puis, on met une structure algébrique là-dessus, essentiellement en déclarant que si N un sous-groupe de Lévy et des oméga, une représentation supercuspidale de N de F, alors on peut faire des induites paraboliques, des induites normalisées de N à G de oméga tend qui, où qui est un caractère non ramifié de N de F. Ce qui nous donne une flèche de l'ensemble des caractères non ramifiés. Qui est une sorte de C étoile à certaine puissance, vers cet ensemble oméga. Et on déclare que c'est morphisme algébrique. Et essentiellement, c'est la seule structure canonique de oméga telle que ce morphisme, ces flèches est algébrique. Donc, c'est des familles, des induites cuspidales avec des induites paraboliques avec des torsions non ramifiées. Ça fait des familles algébriques par rapport à la structure algébrique sur la variété de Bernstein. Pour être précisément, il y a un groupe, il faut diviser par ce groupe, mais je ne vais pas rentrer dans ces sombres détails. En tout cas, une fois qu'on définit, Z devient bien l'injecte des fonctions régulières dessus. Alors, donc avec ça, on aura beaucoup d'idempotents de Z. Donc chaque fois qu'on a un ensemble fini I, donc c'est pi0 de oméga, l'ensemble des composantes connexes de la variété de Bernstein est typiquement infini et dénombrable. Et si I est un sous-ensemble fini, eh bien, on a un idempotent epsilon I qui est en tant que la fonction sur oméga qui vaut, c'est la fonction qui vaut 1 sur les composantes dans cet ensemble fini I et 0 ailleurs.
eh bien, c'est vivement idempotent, et c'est un idempotent dans l'algèbre de Hecke. Et du coup, c'est des idempotents centraux, donc c'est plus agréable que ces idempotents EK. Donc, par exemple, si on prend, si G est un groupe semi-simple, et si pi est une représentante supercuspidale, donc alors pi est un point isolé dans oméga. Du coup, on a cet idempotent epsilon pi. Et on a une jolie formule explicite pour cet idempotent. J'ai fait une petite erreur la semaine dernière, c'est θ pi, mais il y a un check, fois dpi dg. Où θ pi, c'est le caractère distributionnel de pi. Donc c'est une fonction qui est localement intégrable et lisse sur la partie régulière semi-simple. Et θ pi check, c'est de nouveau, on remplace g par g-1 dans le paramètre. Et je crois que si on prend h pi, epsilon pi, on devait trouver les coefficients de matrice de V. Voilà, donc ça c'est un peu le rappel de structure de cet algèbre. Cet algèbre est complété, donc il a un centre. Un centre c'est l'algèbre de fonction régulière sur le fait de Bernstein. Et il y a beaucoup de composantes, donc il y a des idempotents centraux qui sont donnés essentiellement par des caractères. Donc maintenant, je vais passer à énumérer quelques sous-algèbres remarquables du centre de Bernstein. Donc d'abord, il y a un sous-algèbre, la notation n'est pas très bonne, mais NC pour localement constante, c'est des éléments Z dans Z, donc qui définit des fonctions localement constantes sur oméga, donc sur la variété algébrique complexe. Donc c'est essentiellement les fonctions, c'est la même chose que les fonctions sur l'ensemble des composants connexes pi0 de oméga. Parce qu'ils sont constants sur les composantes, donc c'est une fonction sur l'ensemble des composantes. Donc ça, c'est des spectrales, c'est cette sous-algèbre, des fonctions qui sont des fonctions constantes sur les composants de Bernstein. Et on peut se demander quelles sont les distributions qui correspondent à cette sous-algèbre.
Donc là, il y a un théorème remarquable qui dit à Jean-François Date et complété par Braverman et Cashdan, qui dit que Z est dans ce Z localement constant si et seulement si, en tant que distribution, une variante sur G de F, elle est supportée par les éléments compacts. Donc les éléments compacts, c'est des éléments tels que le polynôme caractéristique et les racines sont tous des éléments entiers dans les extensions finies du corps de base. Alors, bon, là, Jean-François expliquerait beaucoup mieux que moi, mais je prends l'idée plus ou moins que lorsque c'est des éléments compacts, les éléments compacts ne voient pas la torsion par les caractères non ramifiés essentiellement. Du coup, ça devient constante. Bon, je crois que l'argument est plus compliqué que ça, mais non. Tu te souviens de mon argument? Non. Jean-François a démontré ce sens-là, si c'est un idempotence centrale, l'un de ces epsilon pi, alors la distribution correspondante est supportée par les éléments compacts. Et Braverman-Cashdan ont démontré le sens inverse. Que si c'est un élément du centre de Bernstein qui est supporté par les éléments compacts, alors ça devrait essentiellement une combinaison linéaire de ces idempotences centrales. Centraux. Voilà. Je ne vais pas utiliser ça, mais je trouve que c'est vraiment joli que je mentionne. Mais ce dont j'ai besoin plus tard, c'est un théorème de Moore et Tadic, dont l'énoncé un peu, qui se ressemble un peu, mais le contenu est différent. Donc on note Z0 et c'est l'idéal, plus ou moins plutôt l'idéal. C'est un sous-algèbre sans unité, disons. C'est l'idéal de Z qui consiste en les fonctions régulières sur oméga qui s'annulent en dehors de la réunion d'un nombre fini de composantes. C'est un peu long, mais c'est juste des composantes. Donc, ici, ce sont des fonctions qui ne sont pas nécessairement supportées par les non finis d'éléments, mais sont constantes sur les composantes. Là, on demande qu'ils s'annulent en dehors de. Ben justement, l'intersection des deux sera une somme finie de ces idempotents centraux. Alors, le théorème de Moore et Tadic, ici, ce n'est plus si seulement si, mais c'est seulement une direction. Donc, Moore et Tadic dit que si Z est dans Z0, donc c'est un élément dans le centre de Bernstein qui s'annule en dehors de la réunion d'un nombre fini de composantes de la variété de Bernstein. Alors, en tant que distribution, alors on peut écrire Z comme JZ dG, où JZ est une fonction, non, une vraie fonction
invariante, fonction sur G de f, invariante, localement intégrable, par rapport à la mesure de R, et localement glisse sur la partie régulière semi-simple. Voilà. Donc ça, bien sûr, ce n'est pas vrai pour tous les éléments du centre de Bernstein. Par exemple, pour l'identité du centre de Bernstein, c'est la distribution de Dirac. Comme centre l'unité, ça n'a aucune chance d'être une fonction. Donc le fait que ce soit une fonction, ça correspond plus ou moins au fait que c'est supporté par non fini de composante de Bernstein. Mais de nouveau, ce n'est pas du tout si et seulement si, il y a un sens. Il y a justement pas mal de distributions qui sont des fonctions, mais justement les noyaux de Bavman-Kashdan ont tendance d'être des fonctions sans être supportés par non fini de composantes. Mais on va revenir ça plus tard. Donc, je vais esquisser une démonstration de ce théorème de Moyen-Tadic. Escamoter tous les arguments analytiques, un peu délicat, mais je vais comment ça marche à peu près. Donc, la preuve, bien sûr, nous utilise le théorème de Pancherel. Donc si Z est dans un élément du centre de Bernstein Z, et c'est phi, une fonction lisse à support compact sur G de F, eh bien on écrit l'accouplement de Z appliqué à phi. Comme d'habitude, on va écrire comme Z convolé avec phi check et évalué sur 1, sur l'unité de G. Et ensuite, on va appliquer le théorème de Plancherel à cette fonction. Eh bien, on va faire une somme sur les M. Il y a des tas de constants que je ne connais pas bien. Je me contente d'écrire. Donc, il y a des leviers, donc il y a ce constante. Et donc là, c'est sur l'ensemble des carrés intégrables de M, de Z chapeau de oméga, l'intégrale sur G, phi de G, le caractère de l'induite, de quoi c'est le caractère de l'induite, et puis il y a d'autres choses, il y a de réformer, il y a une fonction mu, des W. Et il se trouve que lorsque Z est dans ce Z0, donc ça c'est une somme finie. Donc l'intérêt c'est qu'on fait une somme finie. Donc il y a une somme finie de I à 1 à N. Donc de A de G sur MI. Donc là il y a une intégrale sur le psi de MI, donc sur le cercle unitaire. Donc c'est une intégrale sur une truc compacte. Donc Z chapeau. Donc Z chapeau, donc c'est ce que j'ai noté gamma dans la semaine dernière, mais dans l'article de Moïse, on appelle ça Z chapeau. Donc c'est des fonctions sur oméga correspondant à ce Z. Oméga G
phi g donc c'est développement de Plancherel, mais c'est le seul point, je crois, important, c'est que dans l'hypothèse Z, dans S0, on a un ensemble fini. Et puis une intégrale sur un cercle compact. Et avec la convergence, il faut démontrer une certaine convergence absolue, qu'on peut échanger cette intégrale contre celle-ci. Donc ça, c'est la partie analytique que j'escamote. Donc, il y a la convergence absolue. Qui donne lieu à la possibilité d'échanger l'autre d'intégration. Donc on intègre sur le cercle d'abord et ensuite sur G. Donc du coup, l'expression là-bas devient une intégrale sur G de F de phi G contre ce JZ G dG. Ou JZ c'est la même chose, mais comme JZ de G, c'est la somme de I à 1 à N. Donc là, l'intégrale sur les caractères non ramifiés unitaires, je vous épargne, parce que j'écris, je vais me faire encore plus de bêtises si je n'écris pas. Mais je crois que l'essentiel de démonstration, c'est juste une échange d'intégration. Et on peut le faire parce qu'il y a justement, comme on n'a pas à faire avec la somme infinie. La somme infinie, ça va être pas possible de le faire. Donc voilà. Donc j'ai déjà une sous-algèbre localement constant, des fonctions qui sont localement constantes sur la variété de Bernstein, donc qui correspond aux distributions qui sont supportées par les éléments compacts. Et puis on a un autre sous-algèbre sans unité, des fonctions qui sont supportées par un nombre fini de composants de la variété de Bernstein. Ça correspond à des fonctions localement intégrables. Donc maintenant, on va faire une chose plus dure. Donc là c'est parti que, bien sûr, c'est fait que pour SN2. Mais ça devait marcher en général, mais bien sûr, c'est beaucoup plus profond. Tout ça, ça marche, bien sûr, en toute généralité. On va parler des centres de Bernstein stables. Donc on a une sous-algèbre ZST du centre de Bernstein qui a des définitions qui devraient être équivalentes, mais on ne sait pas encore. Donc les définitions. La définition 0, c'est en quelque sorte ce qu'on veut faire, c'est les éléments Z dans Z qui induit des fonctions constantes sur les n paquets dans les
paquet tempéré. Donc, cette définition suppose qu'on connaît les n paquets. Donc, dans le cas SN2, on le connaît parce que c'est des n paquets sont simplement les restrictions de représentation de GN2 dans SN2. Donc, ça se découpe parfois en 2 représentations, parfois ça se découpe en 4 représentations. Tout ça, ça fait n paquets. Et on veut que cette fonction-là ne dépend pas des représentations individuelles, mais pas du paquet. Donc, par ces définitions-là, c'est certainement une algèbre. Donc, avec cette définition-là, ZST est une algèbre. Parce que la condition sur les paquets reste et conservée quand on fait des multiplications. Mais c'est conjectural en général. La définition des n paquets reste conjecturaux. Je crois peut-être les travaux de Fark et Schonze, peut-être dans les définitions des n paquets en général. Mais bon. En tout cas, si on connaît les n paquets, c'est un sens. Et la deuxième définition due à Lang, c'est on dit que Z est dans ZST si Z se trouve dans Z intersecté avec la clôture faible des intégrales en orbite instable. Donc, on ne sait pas du tout que les intégrales instables sont dans Z. Il y en a qui y sont, il y en a d'autres qui ne sont pas. Mais on peut, en tant que distribution, on peut prendre l'espace engendré par ces intégrales orbites instables et prendre la couture faible. Et on prend la couture faible intersectée avec le centre de Bernstein. Et c'est ça, c'est le film de Lang pour le centre de Bernstein stable, ou Lang il y a des travaux aussi de Bezukavnikov. Kashdan et Warshawski. Donc, dans l'esprit de mon exposé la semaine dernière, donc j'avais défini cette flèche de H s'envoie vers SO de H. Donc, c'est fait linéaire de H dans SO de H, c'est des espaces des intégrales orbites instables de H. Et donc, on a ce IST, le noyau. Ce sont des fonctions test qui donnent lieu qui donnent des intégrales orbites instables nulles. Donc, ce que dit ceci, ces définitions, c'est que ZST, c'est des éléments Z en Z, tels que Z de IST est nul. Si on accouple Z avec n'importe quel élément dans ce noyau, on trouve 0. Parce que précisément, ce noyau sont des éléments dont toutes les intégrales orbites instables sont nulles. Les intégrales stables régulières semi-simples. Donc là, ces définitions-là, elles ont l'intérêt qu'elle n'est pas conjecturale, on n'a pas de paquet, mais ce n'est pas clair. Avec ces définitions, ce n'est pas clair que ZST est une sous-algèbre. In fine, c'est la même chose parce qu'on doit être équivalente, mais on ne le sait pas. Si on remplace par Z étoile IST égale 0, là ça fait quelque chose qui a un nul, mais peut-être que c'est trop fort. Z étoile, c'est quoi? Z étoile, je multiplie.
Ah, ben, je vais. Évaluer, je multiplie et j'évalue par plus. Justement, donc, il y a la définition 2, la troisième définition, c'est que Z est dans ZST si, si seulement. Bon, ZST, c'est Z dans Z, tel que pour tout phi dans IST, Z convolve avec phi et dans IST. C'est ce que tu dis, c'est la convolution préserve cet idéal. Donc là, du coup, c'est bien sous algèbre. Donc c'est clair que c'est une. Donc ici, c'est clair que c'est une sous-algèbre. IST, c'est celles qui ont des intégrales orbitales stables nulles. Toutes, oui, c'est ça, oui. Plutôt des instables, en fait. La notation est bizarre. C'est idéal, oui. Oui, je peux changer, mais il faut me donner une suggestion. Oui. Voilà, donc ici, cette définition, c'est ce qui est plus agréable, c'est que c'est sous algèbre. En fait, je crois que c'est assez facile. Donc, disons que c'est ZST0, ZST1, ZST2. Donc, pour le cas de. Je crois qu'en général, en fait, pour ce qu'on veut faire, on peut se contenter de prendre la dernière définition. Parce que tout ce qu'on veut, c'est le. Parce qu'on a toujours que ZST2 est inclus dans ZST1. Donc, si ces disons stabilise l'idéal, alors il s'annule. Parce que si on, pour le voir, si on fait ceci, je l'ai fait un peu formellement, mais Z contre phi, c'est la même chose que Z fois la distance Dirac contre phi, et c'est la même chose que la distance de Dirac contre Z de phi. Donc, si il est dans le, si Z se trouve dans cette ZST2, alors ça c'est dans IST aussi. Du coup, comme l'addition Dirac est bien stable, donc ça c'est une lune, donc ça c'est une lune. Donc ça c'est une démonstration que 2 est inclus dans 1, donc 2 plus petit, et il est bien un sous-algèbre. Et aussi, par définition, on a une action de ZST, deuxième version, agit sur SO de H. C'est vraiment le truc important pour nous, parce que c'est par définition. Ce ZST stabilise cet idéal, donc il agit sur le quotient SO de H. Et dans le cas SN2, les trois définitions sont équivalentes. Donc dans le cas de CLM conjugué avec SN2 de F, les trois définitions sont équivalentes. Donc je ne saurais pas vous faire démonstration. Donc là, c'est la partie. Mais en tout cas, le point essentiel, je crois, c'est que dans le cas SN2, on peut retrouver les paquets en restreignant. Et la seule chose dont on a besoin, c'est que lorsqu'on écrit la mesure de Planck-Rennes sur les deuxièmes de paquets, on trouve le même nombre. Pour SLS, je crois que la définition 1, on sait que c'est une algèbre.
C'est une SLN, parce qu'en fait, je crois, il me semble pour SLN, dire que c'est stable, ça revient à dire que c'est GLN invariant, et donc après, on vérifie que... Donc il faut démontrer que stable pour SLN, c'est pareil que GLN invariant, et après, une fois que c'est GLN invariant, D'accord. après la multiplication. D'accord. Donc pour GLN, ça doit être la même si c'est. Oui. Donc c'est l'argument de Wehrmacht chez les trois, doit être équivalent pour SLN, j'imagine. En tout cas, voilà. Et donc, alors pourquoi on veut faire ça? Parce que de nouveau, donc on a une action de... c'est celle le point de l'exposé de la semaine dernière. Je reviens là-dessus. Ainsi, c'est vraiment le but du cours, en quelque sorte. Ça paraît vraiment banal, mais c'est ce qu'on aimerait faire. Donc SOH, c'est l'espace interorbitales stable. Donc c'est un espace de fonction. C'est un espace de fonction sur le quotient de Sternberg, parce que on appelle la base de Sternberg-Hitchin, pour une raison peut-être pas très bonne. Anthrocinès affine, donc c'est des fonctions lisses en dehors du diviseur discriminant. Et en fait, c'est local. Donc c'est un faisceau, on a un faisceau sur cet espace, donc ça c'est des espaces de section en quelque sorte. Donc ça c'est plus joli, mais par définition on a une action de ZST agit là-dessus, parce que ZST c'est précisément par la deuxième définition, c'est la sous-algèbre qui conserve le noyau, donc il agit sur le quotient. Et par la première définition peut-être, un élément de ZST, si Z est dans ZST fine, donc j'aurais pu appeler Z0 si j'ai effacé, mais c'est ZST intersecté avec Z fine qui était Z0. Ce sont des fonctions dans le Sandberg-Stein qui s'annulent en dehors du nombre fini de composantes. Alors, Z peut s'écrire comme J de G, dG. Et la condition stable, dire que le J de G, c'est une fonction stablement invariante. Donc, si on prend cet idéal fini dans la sous-algèbre stable de la Sandberg-Stein, on peut aussi les représenter comme des fonctions sur la base de Sternberg. Aussi qui sont lisses en dehors du discriminant. Donc on a une fonction, et comment on agit sur une autre fonction. Donc la question, c'était vraiment c'est comment écrire cette action qui était définie un peu spectrale en quelque sorte, avec des formes géométriques. Alors pourquoi on veut vraiment le faire? Parce que je rappelle que la motivation originale, c'était de trouver cette transformation de Fourier non abélienne qui est donnée justement par un élément dans ce centre de Bernstein stable. Et ensuite, on veut calculer son action, non pas seulement sur des fonctions de test, mais aussi sur les intégrales orbitales stables de fonctions de test. Donc c'est exactement, si on écrit les choses dans l'ordre, c'est exactement l'action de ZST sur cet espace. Donc si on arrive à écrire une formule intégrale, on aura quelque chose. Et si la formule est jolie, on pourrait espérer démontrer une sorte de formule de Poisson, mais on n'est pas encore là, mais la formule n'est pas
elle est un peu compliquée, mais en quelque sorte, l'espoir n'est pas perdu. Et voilà. Donc, juste je vais terminer ici un peu plus tôt que d'habitude, parce qu'en fait, j'aurais dû préparer plus de trucs analytiques, mais je n'arrive pas avec le temps. Mais donc j'ai juste noté dans l'article de Moy et Tadic, dans le cas SN2, avec un GN2 de F, ils écrivent une base explicite. On trouve une base explicite de ce ZST fine. On écrit des fonctions de la variable trace qui engendrent cet espace. Donc du coup, au moins pour SN2, pour tout ce qui est analytique, on n'a qu'à les calculer directement sur des fonctions explicites. Donc c'est des choses vraiment difficiles, comme la transformation de la forme, la transformation de la Fogg. Donc j'ai mentionné la semaine dernière, qui dans ce contexte, ça va aller dans de ZST fine dans SO de H. Donc vous voyez, tous les deux sont des fonctions de la variable trace. De la variable trace. Eh bien, avec une condition que la constante gamma ici, c'est la même chose que la trace de l'autre côté. Je ne vais pas revenir dessus, mais je vais juste commenter sur les formules. Donc les formules ici, ça devrait être puisqu'on a cette fonction qui est une fonction stable, j'écris J de G comme C étoilant O de J de C. Donc J de C, c'est une fonction de la variable trace, qui est de nouveau, ça va être localement intégrable aussi. Et donc ici il y a un théorème. Donc J de G. Donc le Z est dans ZST, donc c'est pour SN2 de F. Et donc Z est J de Z de G. Et J de Z est comme le pullback d'une fonction JC sur la base de Sternberg, Hitchin. Et la première JC est une fonction absolument intégrable. Donc on peut faire un transformation de Fourier. Donc on a J chapeau de C. C'est un transformation de Fourier de psi moins 1 J de C. C'est une fonction bornée. Et qui est localement constante. Donc après le transformation de Fourier, ça devient localement constante. Et 0 en 0. Donc ça, c'est pour des éléments importants. Le transformation de Fourier, la forme devient nulle dans 0. Et du coup, on peut diviser par 0, par la valeur absolue. Diviser par la valeur absolue est absolument intégrable. Et ensuite, on peut faire la fonction de Fourier inverse, qui lui va être justement un élément dans SO de H. C'est une fonction continue.
Donc ça, on connaît que les fonctions blondes, les intervalles orbitales stables sont des fonctions continues. Donc ça s'étend au lieu d'esquimaux comme fonction continue. Mais ici, si on se voit par ce suite de transformation de Fourier, ce n'est pas la forme optimale de le faire, mais en tout cas, c'est consistant. Donc ça, c'est des énoncés que ce serait vraiment intéressant de comprendre pour l'autre groupe. Mais ici, on vérifie un peu à la main parce qu'on a une base de fonctions. On vérifie une par une. Mais c'est pas facile, en fait. Et c'est à cause de ça qu'en fait, que toutes les constructions ont un sens. Parce qu'il faut répéter cette construction à la forque, on fait Fourier, on divise par l'absolu, on fait Fourier inverse. Donc il faut vérifier que y a des convergences. Et on vérifie par ce genre de choses. Et voilà, on s'arrête ici, si vous avez des questions.